Et dans I Love America ce matin, Lise, à quelques heures du scrutin officiel, puisqu'on sait que beaucoup d'Américains ont déjà voté par correspondance et de manière électronique, vous allez faire le point sur ces élections américaines avec David Benaïm. Je vous laisse en sa compagnie, Lise. David Benaïm, bonjour. Bonjour Lisbeth Komoun. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, c'est vraiment la dernière ligne droite des élections américaines. Qu'est-ce que c'est le timing de cette présidentielle, Davida? Vous savez, les votes ont déjà commencé à Oui, ça, Dixie, dans le New Hampshire, en dehors des votes que par correspondance. À minuit pile, à Dixie, dans le New Hampshire, il y a quelques heures, il y a 6 personnes qui ont voté déjà, et on a déjà les premiers résultats. Et comme prévu, c'est un match nul. 3 voix pour Donald Trump, 3 voix pour Kamala Harris. Juste petite référence historique, c'était Joe Biden qui avait gagné il y a 4 ans et c'était Hillary Clinton qui avait gagné il y a 8 ans. Ça ne veut rien dire du tout. C'est très anecdotique, ça fait plaisir aux journalistes. Mais ouais, c'est pour dire que le vote en personne a commencé. Alors, une des élections les plus serrées de toute l'histoire, c'est ça qu'on a compris, David Benaïm. J'ai jamais vu ça, hein. Ça fait vraiment, c'est ma 6e campagne. Il y avait des résultats extrêmement serrés. En l'an 2000, on se souvient pour certains de l'élection ça avait été déterminée par la Cour suprême parce qu'il y avait quelques centaines de voix qui séparaient George W. Bush d'Al Gore. Mais on est vraiment dans une situation où là, sur les 7 États clés, il est quasiment impossible sur cinq d'entre eux de dire dans quelle direction ça va. Et plus on a avancé à l'heure de la clôture des votes anticipés, plus on se trouve dans une situation de parfaite égalité dans les sondages. On est dans une situation où vous voyez parfois Trump en avantage ou Trump ou Harris en avantage, mais en fait, quand vous regardez en détail, vous avez un différent de plus 0,5, plus 0,8%. Or, les sondages, c'est 3 à 4 points d'écart de marge d'erreur. Donc, on est absolument incapable de dire aujourd'hui si ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est vrai que on parle quand même de 244 millions d'électeurs américains et il y en a 80 millions, on va dire, plus ou moins, qui ont déjà voté. Est-ce qu'à la dernière minute, comme ça, il s'est passé des choses intéressantes, Davida? Ce qui est intéressant en tout cas de faire en comparaison, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de votes anticipés qu'en 2020. Le vote anticipé en 2020, c'était vraiment un énorme facteur. On était en pleine pandémie, en plein Covid. Il y avait eu une campagne médiatique énorme pour inciter les gens à aller voter par correspondance ou de manière anticipée. Ça veut dire aller se déplacer dans un bureau de vote qui est déjà ouvert des semaines ou des mois avant et de mettre son bulletin de vote ou de mettre son bulletin de vote dans une enveloppe et d'être dépouillé ensuite. Là, on est donc à 79-80 millions de votes qui ont été faits par correspondance. Ce que l'on sait, c'est que pour la première fois de l'histoire, les républicains ont incité leurs électeurs à voter énormément anticipé et ils l'ont fait. On a une réduction énorme. On ne sait pas pour qui ont voté les gens qui sont inscrits républicains ou inscrits démocrates, mais on sait si les électeurs inscrits sur ces 2 partis ont déjà voté de manière anticipée. Et c'est là que c'est une énorme surprise. Il y a un véritable rapprochement entre le nombre de démocrates et le nombre de républicains qui ont déjà voté anticipé. Est-ce que c'est des gens qui auraient voté quoi qu'il arrive? On n'en sait rien. Ce qui est certain aussi, c'est que dans les États clés, dans certains États clés, les femmes ont voté davantage que les hommes de manière anticipée. Et ça pourrait être une clé du résultat qui peut arriver demain ou dans les semaines à venir. Alors, on le sait bien, rien n'est laissé au hasard. Donald Trump a fini sa campagne dans le Michigan et Kamala Harris à Philadelphie. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi chacun à ces endroits particulièrement, David Benaim? Alors, on va commencer par la Pennsylvanie, par Philadelphie. Ça a été vraiment, c'est l'État clé avec les 19 grands électeurs qui peuvent vraiment faire basculer dans un sens ou dans l'autre élection. Donald Trump a fait 3 meetings sur place hier. Kamala Harris en a fait 2 avec des discours diamétralement opposés. Donald Trump était dans un discours dystopique assez noir, assez sombre, comme il a l'habitude de le faire, mais qui réveille son électorat. Kamala Harris, elle a choisi dans ses discours finaux, les 2 discours qu'elle a fait, de ne même pas nommer Donald Trump une seule fois. Donc on est vraiment dans 2 discours complètement différents.
Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que Donald Trump a rajouté un meeting de dernière minute qui n'était pas prévu à la base dans le Michigan. Et le Michigan, c'est un État clé qui pourrait être un État surprise. Et il a été dragué quelque part l'électorat arabe-américain. Il faut voir que il y a énormément d'Arabes américains qui sont extrêmement déçus de la politique de Joe Biden et de Kamala Harris donc par rapport à Israël. Beaucoup de Juifs d'Europe et d'Israéliens sont persuadés que Donald Trump est la personne qui pourra le plus aider Israël, mais les Arabes américains aussi. Et il a eu un discours assez étonnant en disant que tout simplement, il affirme que Kamala Harris envahira le Moyen-Orient. Il a vraiment fait un appel aux électeurs arabes et musulmans pour obtenir leur soutien afin de gagner cet État clé du Michigan et également du Wisconsin. Il a même dit, nous sommes en train de construire la coalition la plus large et la plus importante de l'histoire politique américaine. Et il dit que ça inclut un record d'électeurs arabes et musulmans qui veulent la paix. Donc vraiment, Trump est dans un discours où on ne l'attendait pas. Et en cette fin de campagne, il est encore en direct, en ce moment même où je suis en train de vous parler, il est encore en meeting au Michigan. Il ne lâche rien. Il veut vraiment la présidence. Ça, c'est une certitude. Alors, ce matin, c'est une question qu'on pose toujours et qu'on vous pose toujours. On a bien compris que l'actualité au Moyen-Orient n'était pas la priorité des Américains. C'est pas forcément beaucoup pour ça qu'ils votent, mais c'est quand même une question qui a été extrêmement présente et notamment dans les médias. Est-ce qu'on peut dire que l'alliance entre le peuple américain et le peuple israélien, elle est solide des deux côtés, quelque part, quoi qu'il arrive, David Benaïm? Je ne suis pas convaincu qu'elle soit solide quelque part, quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle s'effrite. Je pense qu'il y a cette volonté de dire en permanence qu'on sera derrière Israël, quoi qu'il arrive, n'est plus d'actualité. Il y a tout un pan de l'électorat américain, de gauche particulièrement, qui n'est pas du tout derrière la guerre qu'Israël est en train de mener. Et ça s'effrite énormément. Et il faut s'en inquiéter. On en a parlé beaucoup dans cette antenne. Ça sera, à mon avis, déterminant lors de l'élection de mi-mandat dans 2 ans. On en reparlera certainement. Mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, il y aura une bascule. Et le Parti démocrate, s'il l'emporte cette fois-ci, ça peut préserver un tout petit peu l'accès au pouvoir de l'extrême gauche au pouvoir. Mais si le Parti démocrate perd cette semaine, je peux vous garantir que c'est justement cette extrême gauche du squad d'Ilhan Omar, Rachida Tlaib, Alexandra Ocasio-Cortez, dont on parle souvent, qui dira, allez, maintenant, c'est terminé, ça suffit, ça devient notre parti, de la même manière que le MAGA, le Make America Great Again, a pris d'assaut le Parti républicain. C'est ce pan-là de l'électorat démocrate qui prendra d'assaut le Parti démocrate. Donc les Américains n'ont pas en tête que le combat qu'Israël mène aujourd'hui, c'est un combat de valeur de l'Occident. Les Américains, ils ont en tête ce qui est dans leur portefeuille aujourd'hui et c'est vraiment ce qui va déterminer l'élection américaine. Non, ils n'ont pas du tout conscience que c'est un combat pour la sauvegarde de l'Occident. Pour l'élection de 2000, on avait attendu le 12 décembre, donc 5 semaines après les élections, après de nombreux recomptages pour avoir les résultats. Est-ce qu'on se prépare à ce genre de scénario, David Benaim? C'est difficile à dire de faire de la fiction là-dessus. Je pense que, contrairement à l'an 2000, il n'y aura pas un écart aussi faible que tout va se déterminer sur un seul État. On va avoir. D'abord, il y a des mécanismes qui ont été mis en place qui permettent de recompter automatiquement, assez rapidement, et en moins d'une semaine, on doit pouvoir recompter les votes. Si par exemple, on a moins d'un demi-point d'écart sur certains États comme la Géorgie ou l'Arizona, le recomptage est automatique. Et il y a vraiment des mécanismes qui ont été mis en place. Maintenant, il va y avoir des recours. Et c'est les recours qui vont faire en sorte que ça va s'étendre sur le temps. Mais je ne suis pas persuadé qu'on ait un écart très très faible en nombre de grands électeurs. Et tout va se jouer dans deux endroits, la ceinture de rouille et le mur bleu, qui sont donc au nord des États-Unis et à l'est des États-Unis. Et on saura, à mon avis, assez rapidement, on aura une vraie tendance assez rapidement. Est-ce qu'on peut envisager aussi un chaos électoral avec un épisode comme le Capitole qu'on a déjà vu?
En tout cas, les Américains se sont préparés à ça. Washington a été barricadé. Vous avez toutes les boutiques qui ont eu des planches de bois pour protéger les vitrines. On est dans une situation, en effet, qui fait peur à l'image. C'était déjà le cas en 2020 où on anticipait ça le jour ou le lendemain d'élection présidentielle. Ça n'a pas été le cas du tout. Il a fallu attendre le 6 janvier. On est dans une situation différente parce que c'était un président qui voulait absolument garder le pouvoir et qui avait quelque part tous les moyens du président pour pouvoir se le permettre. Là, la colère, elle peut arriver si Donald Trump perd et de la part de ses électeurs, mais il n'y a pas le même mécanisme qui permettrait à cet électorat d'être en colère et de leur laisser la liberté d'être en colère. Mais en effet, je ne suis pas persuadé qu'ils acceptent facilement une défaite de Donald Trump. Et dans un autre cas, si Kamala Harris gagne, est-ce que Joe Biden peut peut-être, avant l'investiture, continuer de faire avancer les choses, notamment peut-être pour les otages ou pour la fin de la guerre? Absolument. Les 2 mois qui restent au président, qu'on appelle un président canard boiteux qui n'a plus de pouvoir en général, quel que soit le résultat, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump qui soit élu président, Joe Biden fera tout pour aller jusqu'au bout de son mandat. On se souvient dans les années 90 de Bill Clinton, qui donc, on était justement dans une période où on ne savait pas qui allait être le prochain président. Il avait tout fait pour terminer les accords avec Ehud Barak et Yasser Arafat. Et en effet, Joe Biden fera tout pour arriver à terme avec son mandat. Merci beaucoup, David Benaim, journaliste spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne nuit chargée pour ces élections américaines. On se retrouve très vite. À bientôt. Voilà donc, dernier point avant l'élection cruciale de cette nuit. Et on aura début de résultats demain, bien sûr, dans la matinale et puis les jours qui suivent, puisqu'apparemment c'est tellement serré que, à mon avis, c'est pas demain que nous aurons le nom du vainqueur définitif. 7h58, on tourne une page de conseil. Juste ensuite, on retrouve Lise et Blaise van der Linden pour l'info.